Alors, maintenant, on est rendu à la présentation, première présentation, Nicolas Loyer. Donc, Nicolas, il travaille auprès d'Orto depuis 2018. Il a commencé comme stagiaire et est responsable du support technique, donc les installations, les réparations, depuis 2019. Donc, à toi la parole, Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci Caroline pour l'introduction. Aujourd'hui, il me fait plaisir de discuter à propos de la gestion optimale de vos équipements ortho. Voici le plan de ma présentation. Je vais aborder les sujets suivants aujourd'hui. Entre autres, bien choisir l'emplacement de ma station, comprendre le tensiomètre et la manipulation des stations. Alors, pour commencer, pour bien choisir l'emplacement de station, plusieurs facteurs sont à considérer. On peut suggérer de faire une évaluation globale et locale des lieux afin de trouver le meilleur emplacement pour sa station. Dans l'évaluation globale, on cherche à savoir est-ce qu'il y a des grandes variations dans les types de sol, est-ce qu'il y a des secteurs à éviter ou des secteurs qui sont plus représentatifs que d'autres. On veut aussi analyser la topographie pour trouver des zones qui pourraient représenter, moins bien représenter le champ. Est-ce qu'il y a des zones où il peut y avoir des accumulations d'eau, des cuvettes. On veut aussi déterminer nos zones de passage fréquent de machinerie pour éviter ces secteurs-là, pour ne pas déplacer nos stations trop fréquemment. Puis, dans le cas des systèmes d'irrigation, pour les systèmes par aspersion, on cherche à positionner notre station où l'irrigation est uniforme. Puis, on veut aussi bien répartir nos stations à travers nos zones d'irrigation. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'évaluation locale des lieux. On choisit l'emplacement, grosso modo, où on peut installer. Maintenant, où on plante la station, on veut des plans avec un stade de croissance qui est représentatif du champ. On veut des plans en santé et uniformes. Puis on veut aussi éviter les secteurs avec une forte présence de mauvaises herbes. Avec toutes ces informations-là en main, on est maintenant capable de déterminer un emplacement stratégique et représentatif pour installer nos stations. Une fois qu'on a installé nos stations, une fois qu'on a déterminé l'emplacement idéal, l'installation du tensiomètre en tant que tel, c'est un point critique pour avoir des données de qualité. Pour ça, il faut remplir d'eau le tensiomètre d'une eau propre. Pas besoin d'une eau distillée ou de jeter des algicides. Ce qu'on veut, c'est bien remplir le tensiomètre. On veut aussi avoir une profondeur adaptée à la culture. Dans le cas d'installation à 2 tensiomètres, culture pérenne, des cultures qui ont un enracinement plus profond, on va installer notre premier tensiomètre à la partie supérieure de la masse racinaire, puis on vient installer notre deuxième tensiomètre à la partie inférieure, dans le bas de la masse racinaire, pour bien suivre le mouvement de l'eau dans le sol. Dans le cas d'un tensiomètre, dans le cas d'une culture qui a un enracinement moins profond, on peut venir installer seulement un tensiomètre. On pense à la canneberge, par exemple. On vient installer un tensiomètre en angle à 4 pouces. J'ai aussi mis une photo d'exemple d'installation à éviter. Pour avoir des bonnes données, on ne devrait jamais voir la partie métallique d'un tensiomètre une fois qu'il est installé. Autre point important aussi, il faut porter une attention particulière à avoir un contact uniforme entre la céramique et le sol pour avoir des bonnes données de qualité. Il y en a peut-être qui se demandent encore pourquoi la tension du sol. Le tensiomètre, c'est un outil qui nous permet d'identifier et de quantifier le stress hydrique de la plante en temps réel. Ici, dans l'exemple ci-dessous, on a 2 types de sols différents, un sol sablonneux et un sol argileux. Les deux ont une teneur en eau de 20%. Il ne devrait pas y avoir de différence, mais en installant un tensiomètre, on se rend compte que dans le sol argileux, on a une tension qui est 12 fois plus élevée que dans le sol sablonneux. Donc, on a un stress hydrique qui est plus grand dans le sol argileux. Donc, on a la même teneur en eau, deux stress différents.
qu'on est capable d'identifier à l'aide du tensiomètre. Une fois qu'on a installé nos tensiomètres, on peut maintenant interpréter nos données. Ici, on peut voir un graphique où les irrigations n'ont pas été suffisantes, n'ont pas été capables de ramener les tensions dans la zone de confort, la zone bleue qu'on voit ici dans le graphique. Il y a eu les 3 temps d'irrigation qu'on peut voir ont eu peu d'effet. Probablement qu'il aurait été préférable de séparer la deuxième irrigation d'une heure 19 pendant peut-être 2,45 minutes pour favoriser une meilleure infiltration et éviter peut-être un petit peu le lessivage qu'on voit sur la courbe verte qui est allée atteindre 0 kPa. Puis, on aurait pu se réajuster autour du 4-5 juillet pour revenir corriger le tir. Heureusement, vers le 8 juillet, on a une pluie record qui est venu donner un coup de pouce puis rétablir la situation. Puis, on le sait, des apports en eau insuffisants, mais ça peut causer un assèchement de la masse racinaire, une difficulté à assimiler les nutriments, puis une diminution de la photosynthèse. Ensuite, ici, on a un graphique qui est complètement différent, c'est le scénario inverse. Je tiens à rappeler que la valeur de 0 kPa, ça correspond à avoir un tensiomètre qui est plongé dans l'eau. Si on a des irrigations, quand le sol commence à peine à s'assécher, on retombe tout de suite à 0 kPa. Mais avec ces données en main là, maintenant qu'on a été capable de visualiser ça, le producteur il serait en mesure de se poser la question, est-ce que je devrais pas évaluer l'efficacité de mes drains, diminuer ma fréquence d'irrigation, peut-être même faire un profil de sol pour voir à quel endroit se situe ma masse racinaire et dans quel état elle est. Puis, bien évidemment aussi, on sait qu'un sol trop humide, ça peut causer du lessivage, de la dénitrification, diminution de la photosynthèse, puis on permet pas un enracinement maximal. Les racines cherchent pas à se développer pour aller chercher de l'eau plus profonde parce qu'ils ont de l'eau à proximité facilement accessible. Puis on peut même aussi constater la pourriture racinaire. Dans ce scénario ici, on voit un cas d'une irrigation qui est très cyclique. À l'aide de données de tension, on est capable de voir que les apports en eau forment un écoulement vertical. On voit le tensiomètre qui est en profondeur, qui est beaucoup plus impacté que le tensiomètre en superficie. Le fait d'avoir des irrigations de ce type, ça favorise le lessivage, c'est ce qu'on veut pas dans notre cas. Des irrigations qui sont donc moins performantes parce qu'on n'atteint pas toute la masse racinaire. Puis, on ne valorise pas beaucoup nos ressources hydriques ou même nos nutriments dans nos fertigations si on a beaucoup de lessivage. Donc, c'est un scénario qu'on cherche à éviter, mais en ayant les données de tension, on est capable de mettre le doigt sur le problème d'irrigation verticale. Maintenant, ici, on a un graphique qui nous montre ce qu'on cherche à atteindre. Les irrigations sont adaptées aux besoins. On évite le lessivage. On maximise nos ressources en ayant une bonne distribution de l'eau avec un écoulement autant vertical que horizontal. On peut facilement voir le point d'intervention qui se situe pratiquement à la sortie de la zone de confort où la donnée de tension devient pratiquement exponentielle. Les données de tension permettent donc de réagir au bon moment avec la bonne quantité. C'est normal qu'on sorte de la zone de confort. Il y a des facteurs externes que souvent on n'a pas le contrôle dessus. Mais au moins, avec ce graphique-là, on est capable de quantifier quel impact ça a eu sur ma culture, jusqu'à quel point je suis sorti de la zone optimale, puis est-ce que j'ai réussi à rétablir la situation. Donc, c'est le genre de graphique qu'on cherche à atteindre, mais il y a toutes sortes de réalités, puis c'est normal de pas y arriver parfois. Finalement, pour la manipulation des stations, au printemps, comme vous le savez probablement, il est possible pour vous d'installer vos stations dans le secteur, dans un nouvel endroit. Si vous voulez tester un nouvel point que vous doutez qui peut être problématique ou
voulez tester une nouvelle culture, un nouveau champ, il est possible de déplacer vos stations à un nouvel endroit. C'est important, par contre, au démarrage, de s'assurer d'avoir un appareil qui est chargé, puis qui est connecté au serveur, qui se rapporte bien, qui a des données à jour. Vous allez voir sur l'interface, en haut à droite, c'est écrit sync, qui veut dire qu'il est connecté au serveur. Il faut aussi inspecter vos capteurs afin de s'assurer qu'ils sont en bon état avant de les installer. Si on a des céramiques qui sont endommagées, on constate qu'ils ont été endommagés par des rongeurs, peut-être par des souris pendant l'hiver, c'est important de vous aviser et on vous aider à remplacer les capteurs pour avoir les meilleures données possibles quand vous allez les installer. Pendant l'été, pas grand-chose à faire à part évaluer les données. Ce qu'on veut, c'est garder le panneau solaire propre quand on passe au champ. Puis on veut s'assurer aussi que l'emplacement est toujours pertinent. C'est bien de voir les données sur nos téléphones, mais c'est tout autant plus important aussi de se déplacer au champ, de regarder où la station est positionnée. Est-ce que mes plans sont encore représentatifs? Est-ce que la zone est encore représente bien encore ce que je cherche à savoir dans ce champ-là? Puis à l'automne, pour éviter des dommages, on retire les équipements avant de récolter. Puis aussi, si on a des cultures pérennes, on vient simplement retirer les capteurs avant l'arrivée du gel. Pour résumer rapidement, pour profiter pleinement de vos équipements, il faut déterminer un emplacement stratégique et représentatif, réaliser une bonne installation des capteurs, avoir une bonne compréhension des données. Puis avec ça, c'est la recette gagnante pour bien connaître ce qui se passe dans vos champs. Je voulais aussi vous rappeler que c'est maintenant le temps de nous contacter si vous pourriez avoir besoin de support technique pour l'installation printanière. Juste à m'envoyer un courriel ou à m'appeler directement au bureau, puis il va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous remercie pour votre écoute. Vos questions sont les bienvenues. Excellent. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir les coordonnées de Nicolas en fin de présentation si vous n'avez pas déjà. Donc, vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de la présentation, puis c'est qu'est-ce qu'on aime faire aussi avec les producteurs en fin de saison, c'est de voir les graphiques. C'est bien justement d'avoir des bons instruments, mais de les comprendre davantage, c'est d'autant plus pertinent. Toutes sortes de situations, des fois, on voit juste deux courbes, mais vraiment, ça nous parle beaucoup, beaucoup, ces sondes-là, ces graphiques-là. Depuis un certain temps, dans certaines productions, quand on peut le faire, on met des capteurs de pression, puis moi, particulièrement, j'aime beaucoup ça. Les producteurs, je pense aussi, ils aiment ça. On voit les temps d'irrigation synchronisés avec le graphique. Donc, quand la courbe, elle flanche, la courbe de tension, elle descend, on voit que c'est causé par justement une irrigation. Quand on voit pas de ligne, c'est de la pluie. Puis, ça vient confirmer si la durée d'irrigation est pertinente, comme Nicolas disait. Puis, ça change vraiment toute la donne, moi, je trouve. Ça vient préciser, améliorer beaucoup, beaucoup votre irrigation. Et ça, c'est, en tout cas, moi, je remercie encore Nicolas d'avoir présenté des cas concrets et diversifiés. Souvent, on a comme question, là, je parle parce qu'il n'y a pas vraiment de questions dans le chat, mais vous êtes ouverts, là. Posez-nous une question, ça va nous faire vraiment plaisir. Moi, je veux souligner le fait que, il y a des fois des gens qui disent, la zone bleue, elle vient de où? Faut-il absolument que je l'utilise? Bon, ça, c'est pas rigide dans le temps. Vous pouvez la changer. Puis, nous, on vous donne des suggestions de base. Ces suggestions-là, ils émènent pas d'une bonne idée de moi le matin, là. C'est vraiment de la recherche qui a été faite dans le passé, avant et avec ortho, là. Donc, c'est pas juste des données d'ortho non plus, mais c'est vraiment les meilleures informations qu'on a en lien avec la tension, l'optimisation de la croissance des plants quand on utilise un tensiomètre. Donc, vous partez avec ces zones bleues-là qui sont automatiquement sur votre logiciel. Donc, la zone bleue, c'est vraiment votre cible. Donc, idéalement, on devrait toujours passer du temps. Les courbes devraient être seulement dans cette zone-là. Trop bas, justement, on les lessive. Trop haut, c'est que c'est sec.
Donc, je vais vous dire aussi, ben nous, on vous encourage beaucoup de travailler avec vos agronomes. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants aussi. Donc, on veut aussi vous encourager aussi aux intervenants de nous contacter. Quand vous avez des questions sur les graphiques, on est là aussi pour les regarder avec vous. Automatiquement, nous, on va regarder les graphiques de nos clients de la première année pour être sûr qu'on part du bon pied. Mais par la suite, vraiment, contactez-nous, puis on va être là pour vous. Donc, aussi, on ne veut pas vous mettre de la pression, comme Nicolas le disait. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on a vu qui était plus payant, rentable? C'était vraiment de ne pas trop avoir des grosses fluctuations, des gros pics. Tu sais, vraiment, on part du bain, là, du zéro à très sec. L'idée, c'est d'être le plus constant. Donc, éviter les grands pics. Donc, si du moins vous réussissez à faire ça, c'est pas à cause que vous sortez de 1 KPA que c'est la fin du monde ou de 5 KPA. L'idée, c'est d'éviter les courbes où qu'on voit une courbe d'inflexion ou que là, la tension augmente de façon exponentielle. Là, c'est sûr que votre culture en souffre. Ici, on a-t-il des questions dans le chat? Ah oui, il y en a. Super. Donc, est-ce qu'il y a une distance minimale de la bordure du champ à éviter pour respecter la représentativité? Donc, Francis, Nicolas, est-ce que vous voulez discuter de ça? Oui, ça me dérange pas d'en discuter. C'est sûr qu'idéalement, la bordure du champ, c'est un secteur qu'on essaie d'éviter parce que souvent, c'est des coins où il y a un petit peu plus de compaction. Il y a pas, on n'a pas nos plants qu'on a plantés, fait que c'est pas une zone qu'on essaie de viser avec nos installations. C'est sûr que ça peut sembler être tentant parce qu'il peut y avoir moins de passage de machinerie. On n'a pas besoin de déplacer nos stations quand on fait du désherbage, par exemple. Mais idéalement, on essaie de s'éloigner de ces zones-là. Mais il n'y a pas de distance minimale. Ça dépend vraiment de la configuration du champ puis de ce qu'on est capable de faire. Merci, Nicolas. Est-ce que Francis, tu veux compléter? Non, c'est bon, je pense que la réponse était complète. C'est bon, excellent. Moi, je voudrais juste ajouter qu'en fait, une station, on la met dans la zone la plus représentative du champ. Donc, si le bord, c'est représentatif, ben on peut, mais normalement, non. Donc, on va mettre une station par zone d'irrigation. Puis quand on a plusieurs champs qui sont irrigués de la même façon, donc un après l'autre, on peut se permettre de mettre une station pour plusieurs zones d'irrigation, mais on va chercher à mettre une station quand c'est représentatif, puis on va regrouper des zones uniformes. On a une autre question. Il y a quelqu'un, c'est Rachel. Bonjour Rachel. Elle dit bonjour, pouvez-vous expliquer un peu plus ce qu'est un capteur de pression, s'il vous plaît? Donc, Francis ou Nicolas, encore une fois. Oui. Un capteur de pression, c'est un capteur qu'on vient installer souvent sur des lignes de goutte à goutte, ce qui nous permet de mesurer la pression qu'il y a dans la tubulure au moment de l'irrigation, ou tout simplement. C'est branché directement sur nos appareils à côté des tensiomètres. Puis ça vient vraiment nous permettre de quantifier nos temps d'irrigation, puis à quelle pression aussi qui ont été effectués. Merci Nicolas. On a d'autres questions? Donc, est-ce possible de transférer les données annuelles, exemple dans un fichier Excel, afin de comparer d'une année à l'autre et comparer avec les rendements? Oui, c'était possible d'extraire les données en fichier Excel. Je vais laisser peut-être Francis l'expliquer un petit peu plus tard dans sa portion de l'application, mais oui, c'est possible d'extraire les données. Merci Nicolas. Effectivement, Francis va en parler tout à l'heure. Bonne question. Ensuite, Gabriel. Salut Gabriel. Une fois installé et déplacé, quel est le temps de réaction pour obtenir une valeur représentative et réelle du sol? C'est sûr que ça prend quelques temps, mais je dirais pas au-delà de 12 heures. Là. À l'intérieur de 4 à 5 heures, là, on commence déjà à avoir une tendance qui est représentative du champ. Ça dépend aussi, lorsqu'on a fait l'installation, est-ce qu'on a saturé la zone avec de l'eau pour s'assurer d'avoir un bon contact avec la céramique. Ça dépend vraiment de l'installation puis de l'état du champ quand on l'installe. Là, mais dans delà d'une demi-journée, on est capable de commencer à voir vraiment le portrait de ce qui se passe dans le champ. Effectivement, c'est un des trucs qu'on utilise pour qu'il y ait dans le fond, un bon contact avec les surfaces du sol. Attention, Marc,
travaille avec Québec Multiplan, puis en entreprise culture ornementale, poussée en gazon, là. Mais donc, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle, tu sais, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on peut l'enterrer, mais il y a des situations justement qu'on ne peut pas nécessairement l'enterrer. C'est sûr qu'idéalement, il faut complètement l'enfouir, le tensiomètre. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est un peu l'exemple que j'ai montré en canneberge. On essaie vraiment de venir cacher la partie métallique. Mais par exemple, quand on est dans des pots, c'est un peu plus difficile de venir complètement l'enfouir. Mais prime abord, là, idéalement, c'est vraiment de venir enfouir complètement le tensiomètre. Je ne sais pas, Francis, si tu peux rajouter quelque chose ou des précisions. Non, j'irais dans le même longueur d'onde que toi, là, effectivement, là, faut essayer dans la majorité des cas, de l'enfouir pour éviter les fluctuations thermiques. C'est sûr que si on n'est pas en mesure de le faire, là, il y a possibilité là, qu'il soit aussi sorti du sol. Là. Ouais. Il y a aussi, je ne sais pas si certains étaient présents hier lors de la vitrine de l'IRDA sur les outils d'aide à la décision. Dans le cadre d'une petite présentation que j'ai faite, j'ai montré un graphique justement que Francis m'avait transféré qui montrait la comparaison d'un graphique de tension qui était enfoui versus non enfoui. Dans mon graphique, c'était pas une sonde ortho qui était non enfouie que j'ai montré, c'était une sonde haute, là, populaire que le monde utilise aussi dans le domaine. Fait que, tu sais, quand vous voulez vérifier s'il y a des impacts par rapport là, à la chaleur qui vient peut-être influencer la précision de l'appareil, vous allez voir qu'il va y avoir du grichage. Vous allez voir qu'il y a la tension, ça va pas être, exemple, l'image typique d'une marche. Donc, pendant la journée, ça monte. Pendant la nuit, ça stabilise ou ça recreuse un petit peu, puis ça remonte pendant le jour. Si vous voyez qu'il y a des fluctuations inexpliquées, ça risque d'être une variation thermique. Donc, c'est parfait. Donc, je vais ensuite... Michel. Salut Michel. Michel, producteur et conseiller en canneberge. Avez-vous des zones de confort bleu différentes dans une même culture en fonction de la granulométrie, argile, tension plus haute et sable plus bas? Très bonne question. Moi, je peux surtout dire qu'on a des zones bleues qui s'adaptent en fonction de la culture. On ne vient pas la changer au niveau de la granulométrie, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Si vous sentez que vous devez ajouter légèrement la zone de confort, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est une bande qui est adaptative. Elle n'est pas fixe. On est capable de l'ajuster selon les consultations avec vos agronomes puis les réalités du champ, mais c'est en fonction de la culture originale. Je ne sais pas si Vincent, tu as quelque chose à rajouter à propos de la zone bleue. Non, je pense que ça a bien répondu là. Comme tu as dit, c'est adaptatif, c'est pas couler dans le béton. Si on se rend compte que, comme Caroline expliquait tantôt, si la tension commence à grimper exponentiellement, on peut ajuster la zone bleue en conséquence. J'aimerais ajouter, gang, par rapport à la zone bleue, qu'est-ce qu'on veut aussi éviter? Des fois, il y a des gens qui veulent la mettre plus basse. Faire juste attention d'être au-dessus de la capacité en champ, donc au-dessus de la limite auquel le sol en lui-même, les particules, il n'y a plus assez de rétention pour retenir l'eau, donc on y va avec de l'eau gravitationnelle. Donc, l'eau, elle part en lessivage. Donc, idéalement, on veut que la zone bleue soit supérieure à la capacité au champ. Ça serait la base. Donc, si vous voulez descendre, il y a une limite, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes d'asphyxie. Comme Nicolas en parlait, là, quand c'est trop humide, il peut y avoir toutes sortes de problèmes, diminution de la variabilité du développement des racines. Puis, quand on est trop, justement, ça donne pas le goût aux racines d'explorer le sol. Puis quand après, on se retrouve avec un été super chaud, caniculaire, là, la plante, elle a plus bien gros de coin, elle n'est pas allée assez en profondeur pour aller chercher de l'eau un petit peu plus loin. Fait que ça nous aide pas d'être un petit peu trop gâteux avec nos plantes. Ensuite, après Michel, il y avait Ella. Bonjour Ella. Ella est agronome, elle travaille aussi en canneberge. Est-ce que le fait de garder les mêmes emplacements d'une année à une autre est une bonne pratique pour pouvoir faire des comparaisons ou bien il faut changer à chaque année pour trouver l'endroit idéal en termes de représentativité?
Oui, surtout en canneberge, moi j'aurais tendance à essayer de maintenir, de garder mes secteurs où je sais que c'est important que j'ai des données dans ces coins-là. Je m'explique. Par exemple, s'il y a des coins qu'on sait qui sont un peu plus froids, bon, on veut garder notre appareil qui est dans ce coin-là, année après année, pour bien maîtriser le gel. Puis c'est aussi important de recommencer, de réinstaller au même endroit pour pouvoir comparer d'année en année. Mais c'est sûr que si on a des coins qui sont un peu plus problématiques ou qu'on a des doutes, ça peut être pertinent de venir échanger l'emplacement, mais étant donné que des champs de canneberge, c'est assez uniforme, je vois pas l'intérêt de déplacer l'entièreté des stations à chaque année pour essayer de maximiser. Je pense que de répéter le même patron année après année, puis faire quelques ajustements, c'est la meilleure solution. C'est super. Oui, effectivement, règle numéro 1, le canneberge. Donc, on ne change pas nos endroits qu'on croit les plus froids pour les alarmes. Il y a aussi les producteurs qui ont des rotations. C'est sûr et certain que là, on change de champ systématiquement d'année en année. OK, parfait. Donc, après, là, il y a, désolée, je ne vois pas le nom complet, Offrez-vous le service, c'est Sophie, tantôt je l'ai vu. Salut Sophie. Offrez-vous le service d'analyse pour déterminer la capacité au champ? Francis, je vais te laisser les répondre un peu peut-être. C'est quelque chose qu'on peut regarder avec le producteur, là, si jamais il y a des questions par rapport à la capacité au champ. On peut s'asseoir avec le client puis de vérifier les graphiques de tension puis d'analyser un peu là, la réaction des tensions suite à une irrigation puis d'avoir une estimée de la capacité au champ là, avec les tensiomètres finalement. Donc, ce n'est pas une analyse laboratoire, mais avec les graphiques, au fil d'une irrigation à l'autre, quand on regroupe plusieurs irrigations sur un horizon de temps élargi, on peut voir un genre de pattern de votre sol à cet endroit-là. Donc, Alain, bonjour Alain. Donc, Alain est nouveau producteur cette année en bleuet en pot. Nous avons une culture en bleuet. Bon, ça y est, c'est ça. Est-il nécessaire d'avoir 2 capteurs dans le même pot ou bien devrions-nous vérifier les données sur 2 pots différents en posant les capteurs à la hauteur des racines, soit environ 4 à 6 pouces? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est préférable d'avoir un capteur dans 2 pots, tout dépendant de la dimension des pots. Si on commence à avoir des très gros pots, peut-être que ça pourrait être pertinent d'en avoir 2. Mais règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on vient installer un tensiomètre dans chacun des pots. Fait qu'on viendrait en placer dans 2. Puis avec ça, c'est suffisant pour gérer l'irrigation. Habituellement, quand on est en plein champ, on va utiliser 2 tensiomètres, 2 profondeurs au même endroit ou côté un peu décalé par rapport à l'irrigation pour voir le patron d'infiltration, avoir notre point de démarrage puis point d'arrêt d'irrigation. Donc, mais en pot, c'est ça. Ça dépend de la grosseur du contenant. Très bonne question. Super. Excellent. Continuez. Vraiment, c'est super puis c'est concret.